Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui porte sur les situations de proportionnalité et inversement proportionnelles. Donc, dans la première vidéo, on a vu les deux types de situations en question et on a vu les 4 modes de représentation. Donc, je t'invite à voir cette vidéo-là si tu ne l'as pas déjà fait. Maintenant, dans la vidéo actuelle, on va avoir 2 exemples complets de ces mises en situation-là. Puis après ça, il y a 2 autres vidéos qui nous attendent, donc une deuxième partie qui porte cette fois-ci sur les suites arithmétiques. Donc, ça, ce sera pour plus tard pour toi. Allons-y. Alors, pour le premier exemple, on va commencer tout de suite par une question. L'énoncé suivant est un exemple de quel type de situation? Pour la fête de ton petit frère, tu as acheté une bouteille de boisson gazeuse de 2 litres. Quelle quantité chaque enfant recevra-t-il si tu leur en sers des portions égales? Est-ce une situation de proportionnalité, une situation inversement proportionnelle ou aucune de ces réponses? Ici, c'est une situation inversement proportionnelle. Alors, c'est important de se poser cette question-là dès la lecture du problème. Okay? Ça oriente notre problème de la bonne façon. Sinon, en faisant les étapes, donc les étapes qui vont s'afficher ici, donc en faisant les étapes B, C, D, donc la table de valeur, le graphique ou la règle, il n'est jamais trop tard pour se reposer la question. Il faut toujours garder ça en tête, s'assurer qu'on travaille vraiment avec le bon type de situation. Bon, ici, c'est une quantité qu'on a à séparer en parts égales, en portions égales. Quand on a cette notion-là de séparer en portions égales, on pense automatiquement aux situations inversement proportionnelles. Maintenant, pour ce qui est des étapes, définir les variables, très important, savoir de quoi on parle. Après ça, les 3 étapes, les étapes B, C, D, la table de valeur, le graphique et la règle, ne sont pas toujours obligatoires. Des fois, on n'a pas besoin de trouver la règle, dépendamment des problèmes. Et après ça, on répond à la question une fois que c'est fait. Alors, on va commencer, nous, par définir les variables. Alors, les variables, c'est les quantités qui varient. Ici, dans notre problème, j'ai 2 litres, mais 2 litres, ça ne varie pas. C'est 2 litres la donnée qui est fournie. Ce qui varie, c'est la quantité de boissons gazeuses que chaque enfant reçoit et le nombre d'enfants. Alors, quand on veut donner les portions, il faut d'abord, en premier, connaître le nombre d'enfants pour ensuite donner les portions à chacun. Donc, la première variable, la première quantité qui varie, on va lui attribuer la variable x. Donc, dans notre cas, j'ai dit que c'était le nombre d'enfants qu'il fallait connaître en premier avant de faire les portions. Et finalement, la variable y. Donc, la lettre qui suit x, c'est y. Cette fois-ci, c'est la quantité de boisson gazeuse. Maintenant, il faut toujours écrire les unités de mesure entre parenthèses. Okay? Bon, le problème était donné avec des litres, donc on pourrait travailler avec des litres. Moi, je vais y aller avec les millilitres, parce que ça va être plus facile de diviser 2000 millilitres avec plusieurs personnes que de diviser le chiffre 2 est plus difficile à diviser en différentes portions. Donc, je vais y aller avec les millilitres. Alors, je peux remplir maintenant la table de valeur. Je suis allé avec x et y, donc que j'ai défini plus haut. Et là, je remplis ça. Si jamais ton petit frère, finalement, personne n'a répondu à l'invitation, puis il est tout seul à sa fête. Bon, ça serait très triste, mais il pourrait avoir le 2 litres de boisson au complet. Donc, c'est-à-dire il y aurait 2000 millilitres à lui tout seul. Maintenant, s'il y a un ami qui vient à sa fête, donc il serait 2 à sa fête, à se partager 2000 millilitres. Donc, 2000 divisé par 2, ça fait 1000 millilitres de boisson gazeuse chacun. Maintenant, supposons qu'ils sont 3 amis et lui, donc 4 personnes en tout, 4 enfants. Donc, 2000 millilitres divisé par 4, ça fait 500 millilitres chacun. Et après ça, on suppose qu'ils sont 10, par exemple. Donc, s'il y a 10 enfants en tout à la fête, 2000 divisé par 10, ça fait 200 millilitres chacun. Donc, on remarque qu'il y a plus de personnes qui viennent à la fête, moins grande la quantité de boisson gazeuse que chacun va avoir. Maintenant, vous avez peut-être remarqué aussi que quand je remplis la rangée du haut, la rangée des x, je suis pas obligé de mettre toutes les valeurs. Je suis pas obligé de mettre 3, j'ai pas mis 5, 6, 7, 8, 9 non plus. Donc, c'est moi qui décide que ce que je veux mettre. Par exemple, je prends des valeurs qui se divisent bien, que 2000 se divise bien par ces valeurs-là. Donc, 2000, ça se divise bien par 10. J'ai décidé de le mettre. 2000, ça se divise pas bien par 3, fait que je l'ai pas mis. Tout simplement. Donc, maintenant qu'on a rempli la table de valeurs, j'ai une question. Est-ce que le produit est constant? Si oui, quelle est sa valeur et que représente-t-il dans la situation? A. Le produit n'est pas constant. Ce n'est donc pas une situation de variation inverse. B. Le produit est constant. Sa valeur est de 200 millilitres. Il s'agit de la quantité de boisson gazeuse que chaque enfant reçoit.
Et C, le produit est constant, sa valeur est de 2000 ml. Il s'agit de la quantité totale de boissons gazeuses qu'on doit partager. La bonne réponse, c'est C. Et on va le voir pourquoi. Alors, 200 ml, oui, c'est une quantité que chacun reçoit, mais ça, c'est seulement s'il y a 10 personnes. Okay? S'il y a un autre nombre de personnes, ça ne sera pas cette quantité-là. Donc ça, c'est pas le produit constant. Produit constant, il faut que je fasse le produit. 1 fois 2000, ça donne 2000. 2 fois 1000, ça donne 2000 aussi. 4 fois 500, ça donne 2000. Et 10 fois 200, ça donne 2000. Mais c'est normal que ça donne 2000 parce que c'est ça que j'avais en tête quand je remplissais ma table de valeur. J'ai 2000 ml à partager et je le divisais à chaque fois par le nombre de personnes pour trouver les valeurs correspondantes. Donc, le 2000 ml, c'est la quantité qu'on a à séparer. Maintenant, on peut aller tracer le graphique à partir de notre table de valeur. Alors, j'ai un graphique ici qui est vide. Je vais commencer par aller identifier mon axe des X et mon axe des Y. Donc, l'axe horizontal, c'est l'axe des X. Donc, ça va aller avec le nombre d'enfants. Donc, j'indique ici le nombre d'enfants. Parfait. Et ici, l'axe des Y, c'est la quantité de boissons gazeuses que chaque enfant reçoit, donc la quantité en millilitres. Donc, mon échelle monte par des bonds de 200 jusqu'à 2000 millilitres. Et là, je place les points. Donc, à 1, donc s'il y a un enfant, chacun reçoit, le seul enfant qui est là, finalement, reçoit 2000 millilitres. Donc, je place un point à 2000. Ça doit être à peu près ici. Ensuite, s'il y a 2 enfants, ils reçoivent chacun 1000 millilitres seulement. Donc, ça diminue très rapidement au début, parce qu'on est passé de 2000 à 1000. Ensuite de ça, s'il y a 4 enfants, donc je dois me placer à 4 sur l'axe des X, et ils ont 500 millilitres chacun, donc je monte jusqu'à 500, donc entre 400 et 600. Ah, cette fois-ci, ça a diminué de 1000 à 500, ça a diminué seulement de 500. Et après ça, si j'ai 10 enfants, donc je m'en vais plus loin ici sur l'axe des X, j'ai 200 millilitres chacun, donc je monte seulement jusqu'ici. Et voilà, donc on se rend compte que ça diminue, nos points diminuent. Au début, ça diminue rapidement. Là, quand c'est le temps de tracer le graphique, il faut y aller à main levée. On ne peut pas utiliser une règle puis faire des traits. On doit vraiment faire une courbe à main levée en passant par chacun des points. Voilà, ça donne à peu près ça. Ici, on dirait que ma courbe remonte. C'est pas tout à fait correct. Là. Ça devrait continuer de descendre. Dans le fond, ma courbe va se rapprocher de l'axe des Y, va se rapprocher de l'axe des X en continuant de descendre. Et on voit justement que ça descend très rapidement au début, puis après ça, ça descend de moins en moins vite. Donc ça, c'est vraiment une courbe caractéristique des situations inversement proportionnelles. Alors, maintenant qu'on a notre table de valeur et notre graphique, il nous reste à trouver la règle. Alors, le modèle mathématique pour les situations inversement proportionnelles, c'est Y égale K sur X. Alors, le K, c'est le produit constant. On en a parlé un petit peu tantôt. Donc, 1 fois 2000, ça fait 2000. 2 fois 1000, ça fait 2000. Donc, notre produit constant, c'est 2000. Ça veut dire que la règle de cette situation-là, c'est Y égale 2000 sur X. Donc, ça représente une division. Ce qui nous permet de répondre à la question. Alors, la question, c'est quoi exactement? Quelle quantité chaque enfant recevra-t-il si tu leur en sers des portions égales? Bon, mais là, la question manque un peu de précision. Avec la table de valeur, on a déjà quelques réponses à cette question-là. Donc, s'il y a 10 enfants, ils ont chacun 200 ml. S'il y a 4 enfants, ils ont chacun 500 ml. Et ainsi de suite. Bon, là, je peux aller plus loin. Par exemple, s'il y a 25 enfants. OK? S'il y a 25 enfants. Donc, je rallongerai ma table de valeur en quelque sorte. Combien de millilitres chaque enfant va-t-il avoir? OK? Alors, on peut réfléchir, on peut répondre à cette question-là en réfléchissant à l'aide de la règle ou sans la règle. Bien, sans la règle, il faut se rappeler comment on avait rempli la table de valeur. Ben, à chaque fois, si je voulais savoir la quantité, je prenais ma quantité totale, 2000, et je divisais par le nombre de personnes. Donc, je vais faire la même chose ici. 2000 millilitres divisé par 25 personnes, ça fait 80 millilitres par personne, par enfant. Ça, c'est si j'utilise pas la règle. Maintenant, si j'utilise la règle, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer ma variable X, qui représente mon nombre d'enfants, par 25. Donc, ici, je vais le faire tout de suite à côté. Donc, j'écris mon 2000 et je divise par 25 enfants. Donc, 2000 divisé par 25, ça fait 80 millilitres par enfant. 80 millilitres par enfant. Oups, je suis rendu très bas. Est-ce que c'est logique? Oui. Ben oui, c'est dans le fond, c'est le même calcul que j'ai fait ici. J'ai fait une division, c'est juste que je ne l'ai pas réfléchi en utilisant la règle. Puis ici, ma règle m'amène à faire une division. Donc, que tu aies trouvé la règle en premier pour l'utiliser
pour trouver ta réponse ou que tu l'aies fait sans utiliser la règle, au bout du compte, c'est le même raisonnement que tu vas avoir mis en œuvre. Pour le deuxième exemple de cette mini-récup, on a une table de valeurs à compléter. Mais pour la compléter, il faut d'abord qu'on sache de quel type de situation il s'agit. Et avant ça, on va commencer par définir les variables. Alors, c'est pas nécessaire de le faire parce que les variables sont déjà définies dans la table de valeurs. Donc, X représente le temps écoulé, donc qui augmente, et Y représente la distance parcourue, qui augmente aussi. Donc, c'est pas nécessaire de le faire, c'est déjà fait à côté de la table de valeurs, dans la table de valeurs. Maintenant, il faut toujours garder en tête, est-ce que la situation est proportionnelle ou inversement proportionnelle, et on doit le vérifier. Okay? Avant d'aller se lancer dans des calculs, il faut être sûr de quel type de situation il s'agit. Donc, pour vérifier si une situation est proportionnelle, on va calculer le coefficient de proportionnalité. Donc, pour ça, on doit diviser les valeurs de Y et de X. Donc, c'est 35 km que le véhicule parcourt en 0,5 heures. Donc, 35 km divisé par 0,5 heures. Si j'effectue la division, ça me donne 70 km/h. Parfait. Maintenant, on va vérifier si ici aussi on a 70 km/h avec l'autre couple qui est connu. Donc, 210 km en 3 heures. Est-ce que ça correspond aussi à une vitesse de 70 km/h? Oui. Si je fais 210 divisé par 3, j'obtiens bel et bien 70 km/h. Donc, la vitesse est constante. Ça veut dire qu'on a bel et bien une situation de proportionnalité. Maintenant, on peut donc trouver la règle. La règle d'une situation de proportionnalité, le modèle mathématique, c'est Y égale AX. Le A représente le coefficient de proportionnalité qu'on vient de calculer, qui est de 70 km/h. Donc, ça veut dire que la règle de cette situation-là, c'est Y égale 70X, ou 70 fois X. Parfait. Maintenant, on peut compléter la table de valeurs. Pour compléter la table de valeurs, dans le fond, pour trouver les valeurs manquantes, on peut utiliser différents procédés qu'on a vus pour les situations de proportionnalité, comme par exemple le produit croisé qu'on pourrait utiliser. Maintenant, pour les autres procédés, j'ai une question là-dessus. Pour trouver une valeur manquante dans la table de valeurs d'une situation de proportionnalité, on peut utiliser le produit constant. Vrai ou faux? C'est faux. Le produit constant, c'est une méthode pour les situations inversement proportionnelles et non pour les situations de proportionnalité. Puis ici, on a une situation de proportionnalité. Alors nous, ce qu'on va faire pour trouver nos valeurs manquantes, on va y aller avec la règle. Alors la règle, c'est Y égale 70X. La première chose qu'on va faire sur la première ligne, on va l'écrire, cette règle-là. Y égale 70X. Puis là, nous, dans notre cas, dans notre premier exemple, là, on cherche ici, la case qui est là, on cherche une valeur de Y, alors qu'on sait que la valeur de X, elle vaut 2. Donc, c'est ce qui est écrit ici, là, trouver Y lorsque X vaut 2. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit la règle, c'est déjà fait. On remplace X par 2. Alors, ça devient Y égale 70 fois 2. OK? On a une multiplication. Alors, on l'a fait. 70 fois 2, ça fait 140. Donc, égale 140. Les unités de mesure pour Y, c'était des kilomètres, donc 140 km. Ça veut dire que le véhicule a parcouru 140 km après 2 heures. Je peux aller le mettre dans ma table de valeurs. Parfait. Maintenant, je cherche ici la valeur qui va avec ça, la valeur qui va en haut. Donc là, c'est le contraire. Okay? Cette fois-ci, je ne cherche pas Y. Je cherche à trouver X, la valeur de X qui est manquante, quand Y vaut 350. Je commence mon problème de la même façon, c'est-à-dire que j'écris ma règle. Alors, ma règle, c'est Y égale 70X. Mais là, cette fois-ci, c'est pas X qu'on doit remplacer par 350, c'est Y qui vaut 350. Donc, je remplace Y par 350 et je me retrouve avec 350 égale 70X. Donc, je me pose la question, 70 fois quoi donne 350? Donc ici, il y a une multiplication. Si je veux trouver ma valeur de X, mais moi, il faut que je réfléchisse avec l'opération inverse. Donc, c'est-à-dire la division. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 70 des deux côtés de mon équation. Donc, à droite, les 70 s'annulent, mais il va rester seulement la variable X, c'est ce qu'on veut. Et de l'autre côté, 350 divisé par 70, ça donne 5. Et l'unité de mesure, c'était quoi? Donc, le temps est en heures, donc ça veut dire 5 heures. Ça veut dire qu'après 5 heures, le véhicule a parcouru 350 km. Donc, comme tu peux voir,
On vient d'utiliser la règle pour trouver les valeurs manquantes. Mais on aurait aussi pu utiliser les autres procédés, comme par exemple le produit croisé. Ici, ce produit-là, donc 2 fois 35, doit donner le même résultat que 0,5 fois la valeur qu'on n'avait pas au début du problème. Donc, si je veux le trouver, ben, je peux faire 2 fois 35 divisé par 0,5 et je vais obtenir 140. Donc, le produit croisé aurait fonctionné très bien. L'autre méthode aussi, c'est le facteur de changement. Par exemple, pour passer de 35 km à 350 km, donc il y en a 10 fois plus de kilomètres à parcourir, donc fois 10, alors ça devrait prendre 10 fois plus de temps. Donc 0,5 fois 10, ça donne bel et bien 5. On aurait pu trouver la réponse 5 avec le facteur de changement. Maintenant, l'autre méthode, c'est le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est comment on fait pour passer de cette rangée-là à cette rangée-là. Donc, par quoi on doit multiplier? Alors, on avait vu qu'en faisant 35 divisé par 0,5, ça donnait 70. Ça, c'est notre coefficient de proportionnalité. Ça veut dire que pour passer de la première à la deuxième rangée, il faut toujours faire fois 70. 0,5 fois 70, ça donne 35. 2 fois 70, ça nous donne 140. Donc, on aurait pu utiliser le coefficient de proportionnalité pour trouver ma distance parcourue qui correspond à 2 heures. Même chose, 3 fois 70, ça donne 210. Et 5 fois 70, là, au départ, le 5, on l'a pas. Mais si je veux le trouver, je peux pas multiplier par 70, il faut que je parte de celui-là. Et là, il faut que je fasse le chemin inverse. Si je veux faire le chemin inverse, il faut que je fasse l'opération inverse. Donc, au lieu de faire fois 70 pour descendre, je dois diviser par 70 pour remonter en haut. Mais dans le fond, si on se concentre un peu, la méthode que je viens d'expliquer là, de faire fois 70 ou diviser par 70, dans le fond, c'est ce qu'on a fait avec la règle. On a multiplié par 70 ici pour trouver la valeur de y. Ou quand on avait la valeur de y, on a divisé par 70 pour trouver la valeur de x. Alors maintenant, il nous reste l'étape E, c'est-à-dire de tracer le graphique. Bon, je le sais, c'était pas demandé dans la consigne de tracer le graphique. Mais pourquoi pas le faire pour avoir un portrait complet d'une situation de proportionnalité. Alors tout d'abord, il faut identifier les deux axes. Donc l'axe des x, c'est le temps en heures. Donc je vais identifier ça ici. Le temps en heures. Et l'axe des y, c'est la distance parcourue en kilomètres. Donc, je vais aller écrire ça ici. Distance parcourue. C'est assez important d'écrire distance parcourue et non pas juste distance, parce que si c'était la distance restante, là, ça irait plutôt en diminuant. Mais là, c'est la distance parcourue, donc ça va en augmentant. Alors, on va aller remplir, donc mettre nos valeurs ici. Mais avant, c'est important d'avoir la bonne graduation. Moi, évidemment, j'ai déjà mis la bonne graduation. Je savais que pour l'axe des X, il fallait que je me rende au moins jusqu'à 5. Fait que là, j'ai gradué par des bonds de 1. Je me suis même rendu jusqu'à 6. Et pour l'axe des Y, il fallait que je me rende jusqu'à 350. Puis là, il y a un truc pour les situations de proportionnalité qui peut vous simplifier la vie. Comme on sait que le coefficient de proportionnalité est de 70, on sait qu'à chaque heure, ça augmente de 70. Dans ce temps-là, pourquoi ne pas graduer tout simplement par des bonds de 70? Comme ça, faire le graphique va être un jeu d'enfant par la suite. Donc, on sait que, 0,5, là, on est à 35. Là, on est comme au milieu de la case. On doit être à peu près là. Mais après, ça se remplit très bien. Donc, pour 2, on va être à 140. Donc, on est à l'intersection de 2 et de 140. À 3, pour 3 heures, on est à 210 km de parcouru. On est ici. Et finalement, pour 5 heures, on est à 350. Si on remarque bien, tous les points sont alignés. Et si je trace une droite avec la règle, je devrais passer par le point 0,0, par l'origine de mon plan cartésien. Bon, j'y vais à main levée, mais normalement, je t'encourage à utiliser une règle. Voilà pour le graphique. Alors, c'est tout pour cette première partie de la mini-récup qui portait sur les situations de proportionnalité et les situations inversement proportionnelles. Donc, si on a un petit résumé, situation de proportionnalité, c'est une droite qui passe par l'origine du plan cartésien. Donc, quand on va être en secondaire 3, on va appeler ça une fonction linéaire, ou ça peut aussi s'appeler une variation directe. Le modèle mathématique, c'est y égale ax, où a, on a vu que c'était le coefficient de proportionnalité. Maintenant, les situations inversement proportionnelles, c'est plutôt une courbe qui vient longer l'axe des x et l'axe des y ici. Quand on va parler de fonction, on va parler d'une fonction rationnelle. On peut aussi appeler ça une fonction de variation inverse. Le modèle mathématique, c'est y égale k sur x, puis k, c'est le produit constant. Maintenant, dans la deuxième partie de la mini-récup, qui contient 2 vidéos aussi, on va ajouter un autre modèle mathématique, qui est les suites arithmétiques.
Donc, je t'invite à te diriger vers ces autres vidéos-là.